Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la suite de notre lecture du livre de Ichiro Kichimi, Avoir le courage d'être heureux. Nous nous étions arrêtés à la troisième partie qui s'intitulait du principe de compétition au principe de coopération. Je vous invite à aller la lire, enfin l'écouter du coup. On parlait notamment du fait de vouloir toujours se prouver quelque chose à soi-même et d'attendre des gens inconsciemment sans le vouloir. Toujours un peu ce complexe d'infériorité, alors qu'il faudrait plutôt être d'égal à égal, que ce soit avec les adultes ou les enfants, que ce soit au travail, dans le privé. Je vous invite à aller la voir pour comprendre la suite, parce que je crois qu'on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet sur le fait d'avoir le courage d'être heureux, justement. On en avait évoqué un peu dans la troisième partie. Sans plus tarder, la quatrième partie s'intitule « Donner et il vous sera donné ». C'est parti. Il n'y avait pas d'horloge dans le cabinet du philosophe. Depuis combien de temps était-il engagé dans cette discussion ? Combien d'heures restait-il jusqu'au lever du jour ? Tandis qu'il se reprochait d'avoir oublié sa montre, le jeune homme ruminait le contenu de leur discussion jusqu'à présent. Un complexe du Messie ? Établir une relation amicale avec ses élèves ? Sérieusement ? Vous prétendez que je comprends mal Adler, mais c'est vous qui ne comprenez pas. Et c'est vous qui évitez les tâches de la vie et le contact avec les autres en vous enfermant dans votre étude. Toute joie est une joie qui provient des relations interpersonnelles. Le jeune homme ? Je suis en proie au malheur, je suis préoccupé, non pas par l'éducation scolaire, mais par ma propre vie. Et la raison en est que j'évite mes tâches de la vie. C'est ce que vous êtes en train de me dire, n'est-ce pas ? Le philosophe ? Si tu veux résumer cela en quelques mots, oui. De plus, vous dites qu'au lieu de considérer mes élèves comme mon travail, je dois établir avec eux des relations d'amitié. Parce que, en d'autres termes, c'est ce qu'Adler a fait. Adler considérait ses clients comme des amis. Comme Adler l'a fait, je devrais en faire de même. Pensez-vous qu'une telle raison pourrait me sembler convaincante ? Si ma conviction était que tu devrais faire quelque chose uniquement parce qu'Adler l'a fait, je douterais fort que tu puisses la trouver convaincante. La base de mon argumentation est tout à fait ailleurs. Si vous ne révélez pas ce que c'est, ce ne sera rien de plus qu'un prétexte. Très bien. Adler appelait les tâches auxquelles un individu doit faire face pour vivre en société les tâches de la vie. Mais je sais, la tâche du travail, la tâche de l'amitié, la tâche de l'amour, n'est-ce pas ? Oui. Le point important ici est qu'il s'agit de tâches liées aux relations interpersonnelles. Dans une situation de tâche de travail, par exemple, plutôt que de considérer le travail lui-même comme la tâche, on se concentre sur les relations interpersonnelles qui y sont associées. En ce sens, il peut être plus facile de comprendre les tâches en les considérant comme des relations de travail, des relations amicales et des relations amoureuses. En d'autres termes, il faut se concentrer sur les relations et non pas sur les actions. C'est exact. Mais pourquoi Adler se concentre-t-il sur les relations interpersonnelles ? C'est un aspect qui se situe au cœur même de la psychologie adlérienne. Connais-tu la réponse ? Je suppose que c'est son postulat selon lequel tous les problèmes sont des problèmes provenant des relations interpersonnelles, c'est-à-dire sa définition de la souffrance. C'est exact. Mais cette définition elle-même nécessite quelques explications. Tout d'abord, quelle raison pourrait-il avoir pour affirmer que tous les problèmes sont des problèmes provenant des relations interpersonnelles ? Adler a dit... allons droit au but. Je vais l'expliquer succinctement et ainsi nous en aurons terminé. Tous les problèmes sont des problèmes provenant des relations interpersonnelles. Pour arriver au véritable sens de cette déclaration, il suffit de considérer le contraire. En supposant qu'il n'y ait qu'un seul moi existant dans l'univers, à quoi ressemblerait-il ? Ce serait très probablement un monde dans lequel ni le langage ni la logique n'existeraient. Il n'y aurait pas de compétition, pas de jalousie et pas de solitude non plus, car ce n'est qu'avec l'existence d'une autre personne qui se détourne de moi qu'un être humain peut ressentir la solitude. La solitude ne peut pas apparaître si on est vraiment seul. Oui, la solitude n'existe qu'au sein des relations. Mais, en réalité, une telle hypothèse est impossible parce qu'en principe, nous ne pouvons pas vivre séparés des autres. Chaque personne est née du ventre d'une mère et a été élevée avec son lait. Nous naissons dans une condition où nous ne pouvons pas nous retourner seuls dans notre lit, et encore moins nous nourrir. Et puis, au moment où nous, en tant que bébés, ouvrons les yeux et confirmons l'existence d'une autre personne,
qui dans la plupart des cas est notre mère, la société voit le jour. Avec l'apparition du père, des frères, des sœurs et d'autres personnes extérieures à la famille, la société se complexifie progressivement. Oui. La naissance de la société est, en d'autres termes, la naissance de la souffrance. Dans la société, nous sommes exposés à toutes sortes de souffrances telles que des conflits, la compétition, la jalousie, la solitude, sans parler des sentiments d'infériorité. Entre moi et cette personne, il y a une dissonance retentissante. Jamais plus nous ne pourrons revenir à ces jours de tranquillité où nous étions enveloppés d'un liquide amniotique chaud. Nous n'avons pas d'autre choix que de vivre dans le brouhaha incessant de la société humaine. Si les autres n'existaient pas, les problèmes n'existeraient pas non plus. Mais il n'y a absolument aucun moyen d'échapper à l'existence des autres. Par conséquent, tous les problèmes que les gens ont sont des problèmes qui proviennent des relations interpersonnelles. Y a-t-il quelque chose d'incorrect dans cette compréhension ? Non, tu as fait un excellent travail de synthèse, mais permets-moi d'ajouter un point. Si tous les problèmes proviennent des relations interpersonnelles, est-il acceptable de simplement rompre nos relations avec les autres ? Est-ce une bonne chose de rester à l'écart des autres et de s'enfermer dans sa chambre ? Non, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose du tout. La raison en est que toute la joie de l'humanité provient aussi des relations interpersonnelles. Une personne vivant toute seule dans l'univers devrait mener une vie totalement plate et sans relief, sans problème ni joie. Derrière l'affirmation d'Adler selon laquelle tous les problèmes sont des problèmes provenant de relations interpersonnelles se cache cette définition du bonheur. Toute joie est une joie provenant des relations interpersonnelles. C'est précisément la raison pour laquelle nous devons affronter nos tâches de vie. Oui, en effet. Très bien. Maintenant, à propos de cette question, pourquoi dois-je établir des relations d'amitié avec mes élèves ? Eh bien, tout d'abord, qu'est-ce que l'amitié ? Pourquoi nous assigne-t-on la tâche de l'amitié ? Utilisons les mots d'Adler pour nous guider. Adler a fait la déclaration suivante à propos de l'amitié. En amitié, nous voyons avec les yeux d'une autre personne. Nous écoutons avec les oreilles d'une autre personne et nous ressentons avec le cœur d'une autre personne. C'est ce dont vous avez parlé plus tôt, comme oui, c'est la définition du sentiment de communauté. Qu'êtes-vous en train de dire ? Que nous acquérons des connaissances humaines et un sentiment de communauté grâce à des relations d'amitié ? Non, le mot acquérir est incorrect. Précédemment, j'ai parlé du sentiment de communauté comme d'un sentiment qui habite chaque personne. Ce n'est pas quelque chose que l'on s'efforce d'acquérir, mais quelque chose que l'on puise en soi. Donc, pour être précis, c'est un sentiment que l'on puise dans l'amitié. C'est dans nos relations d'amitié que notre contribution aux autres est mise à l'épreuve. Une personne qui ne s'implique pas dans l'amitié ne pourra jamais espérer trouver une place au sein de la communauté. Attendez une minute. Non, je vais poursuivre jusqu'à la conclusion. Le sujet qui nous préoccupe ici est le suivant. Où apprend-on concrètement à pratiquer l'amitié ? Je suis certain que tu connais déjà la réponse. L'endroit où les enfants apprennent initialement l'amitié et commencent à creuser le sentiment de communauté, cet endroit est l'école. Je vous ai demandé d'attendre une minute. Vous développez les concepts trop vite et je ne comprends plus de quoi il s'agit. Si l'école est le lieu où les enfants apprennent l'amitié, je devrais devenir leur ami ? C'est un point qui est mal compris par beaucoup de gens. La relation d'amitié ne se limite pas à la relation entre amis. Les relations d'amitié se forment souvent même lorsque les relations ne sont pas de nature à appeler l'autre personne un ami. Alors, quelle est cette chose qu'Adler appelle l'amitié ? Pourquoi est-elle liée au sentiment de communauté ? Approfondissons cette question. Faites-vous confiance ? Avez-vous confiance ? Le jeune homme ? Permettez-moi de confirmer ce point. Vous ne me dites pas de devenir un ami de ses enfants. Ai-je bien compris ? Le philosophe ? Oui, il y a 3 ans, le dernier jour où tout était recouvert d'un manteau de neige blanche, j'ai expliqué la différence entre faire confiance et avoir confiance. T'en souviens-tu ? Faire confiance et avoir confiance ? Vous ne cessez de changer le sujet. Oui, bien sûr, je m'en souviens et je l'ai toujours gardé à l'esprit. C'était un point de vue fascinant. Revenons-y encore une fois avec tes mots. Comment expliquerais-tu faire confiance ? Très bien, en termes simples, faire confiance consiste à croire en l'autre partie sous certaines conditions.
Par exemple, quand on emprunte de l'argent à une banque, il va sans dire que la banque ne vous prêtera pas d'argent sans condition. Elle vous demandera une forme de garantie, comme un bien immobilier ou un garant, et elle vous accordera un prêt correspondant à la valeur de cette garantie. Et elle ajoutera aussi des intérêts. Il s'agit d'une attitude du genre « nous vous prêtons de l'argent parce que nous croyons à la valeur de la garantie que vous nous avez donnée », et non pas du genre « nous vous prêtons l'argent parce que nous croyons en vous ». En d'autres termes, la banque ne croit pas en cette personne, mais dans les conditions qu'offre cette dernière. Qu'en est-il d'avoir confiance ? C'est croire en autrui sans poser aucune condition d'aucune sorte. Même si l'on n'a pas de motif suffisant pour croire, on croit. On croit inconditionnellement sans se préoccuper de sujets tels que des garanties. C'est cela, avoir confiance. Au lieu de croire aux conditions qu'offre cette personne, on a foi en cette personne. On pourrait même dire qu'on ne se focalise pas sur la valeur matérielle, mais sur la valeur humaine. Je vois. Par ailleurs, si je peux ajouter ma propre interprétation à cette explication, c'est aussi croire en soi-même qui croit en cette personne. Car comment peut-on demander quoi que ce soit comme garantie si on n'a pas confiance en son propre jugement ? C'est une confiance en autrui qui ne peut exister sans confiance en soi. Merci beaucoup, tu as merveilleusement bien résumé le sujet. Je suis plutôt bon élève, n'est-ce pas ? Écoutez, j'ai passé beaucoup de temps à étudier Adler et j'ai énormément appris de ses écrits. Et surtout, j'ai mis ses idées en pratique dans un cadre éducatif. Donc, je ne rejette pas Adler de manière émotionnelle, sans une base de compréhension. Bien sûr que non, mais s'il te plaît, ne te méprends pas sur mes propos. Tu n'es ni mon disciple, ni mon élève. Ah ! Ainsi les insolents comme moi ne sont pas vos disciples, c'est cela ? Mais quel chef-d'œuvre ! Je suis en train de provoquer la colère d'un avocat d'Adler. Il est clair que tu es un amoureux de la sagesse. Sans hésiter à douter ou à penser avec tes propres mots, tu avances pour atteindre une compréhension plus élevée. En d'autres termes, tu es un amoureux de la sagesse, un philosophe. Et je ne suis pas quelqu'un qui dispense des enseignements depuis sa tour d'ivoire. Je ne suis rien de plus qu'un philosophe épris de sagesse au même niveau que toi. Vous êtes un philosophe sans maître ni disciple, qui est mon égal. Dans ce cas, est-il possible que vous reconnaissiez vos erreurs et que vous adoptiez mes points de vue ? Bien sûr que c'est possible. J'espère apprendre beaucoup de toi, et en fait, je découvre de nouvelles choses chaque fois que nous parlons. Ah, ce n'est pas parce que vous me flattez que je vais abandonner les critiques, mais dites-moi, pourquoi avez-vous parlé de faire confiance et d'avoir confiance ? Les tâches de la vie du travail, de l'amitié et de l'amour défendues par Adler, elles sont délimitées par la distance et la profondeur de nos relations interpersonnelles. Oui, vous avez déjà expliqué cela. Même ainsi, même si l'on peut dire distance et profondeur, sans devoir reprendre son souffle, ce sont des concepts difficiles à saisir. Il y a de nombreux aspects que tu as probablement mal compris. Essaie d'y penser d'une manière simple, comme ceci. La différence entre le travail et l'amitié est, s'agit-il de faire confiance ou d'avoir confiance ? Faire confiance ou avoir confiance ? Exactement. Les relations de travail sont des relations de faire confiance et les relations amicales sont des relations d'avoir confiance. Que voulez-vous dire par là ? Les relations de travail sont basées sur des conditions qui impliquent soit un intérêt direct, soit des facteurs externes. Par exemple, collaborer avec quelqu'un parce que nous travaillons dans la même entreprise. Ou bien, il y a une personne dont tu n'apprécies pas la personnalité, mais c'est quelqu'un avec qui tu fais affaire, alors tu entretiens cette relation et tu la cultives. Mais tu n'as pas l'intention de faire évoluer cette relation en dehors du travail. Il s'agit véritablement d'une relation de faire confiance qui se forme en conséquence de l'intérêt direct que représente ton travail. Tu dois former cette relation sans tenir compte de tes préférences personnelles. En revanche, dans l'amitié, il n'y a aucune raison de se lier d'amitié avec cette personne. Il n'y a pas d'intérêt direct et il ne s'agit pas non plus d'une relation imposée par des facteurs externes. C'est une relation purement formée à partir de ma motivation intrinsèque. J'apprécie cette personne. Pour reprendre l'expression que tu as utilisée plus tôt, on croit en cette personne et non pas aux conditions qu'offre cette personne. En clair, l'amitié est une relation d'avoir confiance. Ah, ça redevient lassant. Si tel est le cas, pourquoi Adler a-t-il utilisé des mots tels que travail et amitié ?
Il aurait pu parler dès le départ des relations interpersonnelles en termes de faire confiance, d'avoir confiance et d'amour. Vous ne faites que compliquer les choses et vous essayez de vendre du vent. Très bien. Je vais expliquer aussi simplement que possible la raison pour laquelle Adler a choisi le mot « travail ». Le jeune homme en était certain. Adler considère probablement la pauvreté comme une vertu et l'activité économique en général comme quelque chose de vulgaire. C'est ce qui lui permet de dénigrer le travail et de dire des choses telles que « construisez des relations d'amitié avec vos élèves ». Mais quelle farce! Le jeune homme était tout aussi fier de sa carrière professionnelle que d'être un éducateur. C'est justement parce que nous nous engageons dans l'éducation à titre professionnel et non pas par plaisir ou par charité que nous sommes en mesure de satisfaire à nos obligations professionnelles de manière responsable. Sa tasse de café était vide depuis longtemps et la nuit bien avancée. Cependant, les yeux du jeune homme brillaient d'une intensité brûlante. Pourquoi le travail devient-il une tâche de la vie? Le jeune homme: permettez-moi de vous demander ceci. Tout d'abord, quelle était l'opinion d'Adler concernant le travail? A-t-il méprisé le travail ou le fait de gagner de l'argent par le travail? Vous savez, si la psychologie adlérienne, avec sa tendance à l'idéalisme vide, doit devenir une véritable théorie étayée, il s'agit là d'une discussion absolument nécessaire. Le philosophe: pour Adler, le sens de l'engagement dans le travail était simple. Le travail est un moyen de production pour rester en vie dans des environnements naturels hostiles de notre planète. C'est-à-dire qu'il considérait le travail comme une tâche assez directement liée à la survie. Ouais. Voilà qui est plutôt banal, c'est juste travailler pour pouvoir manger. Oui, quand nous pensons à survivre, à assurer notre subsistance, le fait que nous, les humains, nous devions nous engager dans une certaine forme de travail est une vérité évidente. C'est sur cette base qu'Adler s'est concentré sur le paradigme de la relation interpersonnelle qui détermine le travail. La relation interpersonnelle qui détermine le travail, que voulez-vous dire par là? En l'absence de dents acérées, d'ailes pour s'élever vers le ciel ou de carapace robuste, l'être humain est fondamentalement inférieur physiquement à tous les autres animaux dans la nature. C'est pourquoi nous avons choisi de vivre en groupe et appris à nous protéger des ennemis extérieurs. C'est en groupe que nous avons vécu et élevé nos enfants tout en chassant, en pratiquant l'agriculture et en assurant notre approvisionnement alimentaire ainsi que notre sécurité physique. La réponse qu'Adler en a dérivée est exprimée en quelques mots brillants. Et à quelle conclusion est-il parvenu? Nous, les humains, nous ne nous sommes pas contentés de nous regrouper. Nous avons découvert une manière révolutionnaire de travailler, appelée division du travail. La division du travail est l'incomparable stratégie de survie que l'humanité a adoptée pour compenser son infériorité physique. C'est la conclusion finale d'Adler. La division du travail? Si nous ne faisions que nous regrouper, ce ne serait pas différent de ce que font la plupart des animaux, mais les humains l'ont fait sur la base d'un système avancé de division du travail. On pourrait aussi dire que nous avons créé la société dans le but de nous répartir le travail. Pour Adler, les tâches du travail n'étaient pas de simples tâches du travail. Il s'agissait de tâches de la division du travail, qui reposaient sur notre relation avec les autres. Alors, c'est en raison de son postulat sur notre rapport aux autres que le travail est une tâche de relations interpersonnelles. C'est exact. Pourquoi les humains travaillent-ils? Pour survivre, pour rester en vie dans une nature hostile. Pourquoi les humains créent-ils une société? Pour travailler, pour se répartir le travail. Vivre, travailler et construire une société sont indissociables. D'autres avant Adler ont exploré la division du travail. C'est par exemple le cas d'Adam Smith qui en a souligné l'importance du point de vue économique. Cependant, c'est probablement Adler qui a été le premier à reconnaître la division du travail dans le domaine de la psychologie. C'est d'ailleurs lui qui en a vu la signification comme paradigme des relations interpersonnelles. C'est grâce à ce concept clé que la signification du travail pour l'homme et la signification de la société sont devenues évidentes. C'est un sujet extrêmement important. Pourriez-vous entrer un peu plus dans les détails? Les recherches d'Adler commencent toujours par les points principaux. Pour citer Adler,
Peut-être que si nous vivions sur une autre planète qui nous donnerait facilement et en abondance tout ce dont nous avons besoin, travailler ne serait pas une vertu. Ce serait peut-être même un vice, tandis que la paresse serait une vertu. Il en dit de drôles de choses. Et ensuite ? Mais il n'existe pas de tel environnement sur notre planète. Notre approvisionnement alimentaire est limité et personne ne nous fournira de logement. Alors, que faisons-nous ? Nous travaillons. Et nous ne travaillons pas seuls, mais avec nos semblables. En conclusion, Adler déclare « La réponse logique et qui relève du bon sens est que nous devons travailler, coopérer et contribuer. » C'est une conclusion parfaitement logique. La chose importante à cet égard est qu'Adler ne prétend pas que le travail lui-même est juste. Indépendamment du bien et du mal moral, nous n'avons pas d'autre choix que de travailler, et pas d'autre choix que de nous engager dans la division du travail. Nous n'avons pas d'autre choix que de construire des relations avec les autres. Donc je suppose que c'est une conclusion qui va au-delà du bien et du mal. Autrement dit, l'être humain ne peut pas vivre seul. Ce n'est pas qu'il ne supporte pas la solitude ou qu'il veuille des gens à qui parler, mais simplement qu'il ne pourrait pas survivre. Et pour partager le travail avec une autre personne, il faut croire en elle. On ne peut pas coopérer avec quelqu'un dont on doute. C'est une relation basée sur le fait de faire confiance. Oui, les êtres humains n'ont pas le choix de ne pas croire les uns en les autres. Il nous serait impossible de ne pas coopérer et de ne pas nous répartir le travail. C'est une relation dans laquelle nous ne coopérons pas parce que nous aimons une personne, mais parce que nous devons coopérer, que cela nous plaise ou non. On peut voir les choses sous cet angle. Fascinant. Non, que dis-je, c'est merveilleux. Je comprends enfin la relation du travail. La division du travail est nécessaire pour vivre et la confiance mutuelle est nécessaire pour la mener à bien. Et il n'y a pas d'alternative. Nous ne pouvons pas vivre seuls et ne pas faire confiance n'est pas une option. Nous n'avons pas d'autre choix que de construire des relations. C'est cela, n'est-ce pas ? Oui, c'est vraiment une tâche de la vie. Toutes les professions sont honorables. Le jeune homme ? Eh bien, entrons vraiment dans le vif du sujet. Une relation dans laquelle il n'y a pas d'autre choix que la confiance, une relation dans laquelle il n'y a pas d'autre choix que de coopérer. C'est quelque chose qui va au-delà du cadre concret où le travail a lieu, n'est-ce pas ? Le philosophe ? Oui, effectivement. Il me semble que l'exemple le plus facile à comprendre serait la répartition typique des relations de travail entre coéquipiers lors de compétitions sportives et autres. Pour gagner un match, ils n'ont pas d'autre choix que de coopérer, quelles que soient leurs préférences et leurs aversions. Il n'est pas possible d'ignorer quelqu'un parce qu'on ne l'aime pas, ou de ne pas participer à un match parce qu'on ne parvient pas à s'entendre avec ses coéquipiers ou quelque autre motif. Il faut oublier aimer et ne pas aimer au moment où le match commence. On traite son coéquipier non pas comme un ami, mais comme l'une des fonctions de l'équipe, et on essaie soi-même d'exceller dans l'une de ces fonctions. La compétence prime sur les bonnes relations. De tels aspects sont probablement inévitables, à tel point qu'Adam Smith lui-même déclare que l'intérêt personnel est à la base même de la division du travail. L'intérêt personnel ? Supposons qu'un homme soit un expert dans la fabrication d'arcs et de flèches. Si tu utilises les arcs et les flèches qu'il fabrique, ton taux de précision s'améliorera considérablement et ta capacité à tuer ou à blesser sera elle aussi accrue. Le hic, c'est que cet homme n'est pas un expert en matière de chasse. Il est lent à se déplacer, il a la vue basse, et il n'est tout simplement pas doué pour chasser, malgré ses excellents arcs et flèches. Et puis un jour, il se dit « Je vais consacrer mon temps à la fabrication d'arcs et de flèches. » Pourquoi cela ? S'il se consacre à la fabrication d'arcs et de flèches, il devrait pouvoir en fabriquer plusieurs dizaines par jour. S'il la distribue à des hommes doués pour la chasse, ils abattront probablement plus de gibier que jamais auparavant. Plus tard, il pourra obtenir sa part du gibier qu'ils rapporteront. C'est le choix qui permet de maximiser le profit pour les deux parties. Je vois. Donc il ne s'agit pas seulement de travailler ensemble, mais aussi que chacun prenne en charge son propre domaine d'expertise.
Du point de vue des experts de la chasse, il n'y aurait rien de mieux que de mettre la main sur des arcs et des flèches hautement précis. Ils n'auront pas à les fabriquer eux-mêmes et ils pourront se concentrer sur la chasse. Ensuite, ils partageront avec tout le monde le gibier qu'ils auront attrapé. De cette manière, ils perfectionneront un système de division du travail plus avancé qui va bien au-delà de la chasse en groupe. C'est assurément rationnel. Ce qui est important à cet égard est que personne ne se sacrifie, c'est-à-dire que c'est la combinaison de la poursuite des intérêts personnels qui établit la division du travail. En raison de la poursuite de l'intérêt personnel, un ordre économique fixe est mis en place. C'est la division du travail qui a été imaginée par Adam Smith. Dans une société de division du travail, si nous poursuivons l'intérêt personnel jusqu'au bout, il se connecte finalement à l'intérêt de l'autre. C'est exact. Mais Adler recommande la contribution aux autres, n'est-ce pas ? Il y a 3 ans, vous avez beaucoup insisté sur ce point, sur le fait que le but de contribuer à la société est une grande boussole de vie, une étoile polaire. L'idée de privilégier son propre profit ne contredit-elle pas la contribution aux autres ? Elle ne la contredit pas du tout. Tout d'abord, on s'engage dans des relations de travail. On est lié aux autres et la société par intérêt. Ainsi, ce n'est qu'après avoir suivi l'intérêt personnel que l'on trouve la contribution aux autres. Même ainsi, si l'on est engagé dans le partage des rôles, la supériorité et l'infériorité y apparaîtront forcément, n'est-ce pas ? Disons qu'il y a une personne qui effectue un travail important et une autre qui effectue un travail qui n'a pas vraiment d'importance. Cela ne déroge-t-il pas au principe d'égalité ? Non, cela n'y déroge pas du tout. Du point de vue de la division du travail, toutes les professions sont honorables. Qu'il s'agisse du Premier ministre, d'un dirigeant d'entreprise, d'un agriculteur, d'un ouvrier d'usine ou de la profession souvent ignorée de femme au foyer. Tout travail est quelque chose qui doit être fait par quelqu'un dans la communauté et chacun d'entre nous ne fait que sa part de ce travail. Alors, toutes les formes de travail se valent ? Oui, pour paraphraser Adler à propos de la division du travail, la valeur d'une personne est déterminée par la manière dont elle remplit son rôle dans l'attribution de la répartition du travail dans sa communauté. En d'autres termes, la valeur d'une personne n'est pas quelque chose qui est déterminé par le type de travail qu'elle effectue, mais par l'attitude avec laquelle elle effectue ce travail. L'attitude avec laquelle elle l'effectue. Par exemple, tu as quitté ton emploi de bibliothécaire et choisi la voie de l'éducation. Aujourd'hui, tu as devant toi des dizaines d'élèves et tu as vraiment le sentiment qu'on t'a confié leur vie. Tu sens que tu effectues un travail très important qui est utile à la société. Peut-être penses-tu même que l'éducation est tout et qu'en comparaison, les autres professions sont insignifiantes. Mais quand on considère la communauté dans son ensemble, le bibliothécaire, le professeur de collège et tout autre travail sont quelque chose qui doit être fait par quelqu'un dans la communauté et il ne peut y avoir aucun supérieur ni aucun inférieur. Si quelqu'un doit être supérieur ou inférieur, ce ne sera que dans l'attitude avec laquelle il effectue ce travail. Quelle est l'attitude avec laquelle ils effectuent le travail dans un tel cas ? En principe, les aptitudes de chaque personne sont considérées comme importantes dans la relation de division du travail. Par exemple, lorsqu'il s'agit d'un emploi en entreprise, le niveau de compétence devient un critère. C'est indéniable. Cependant, après avoir commencé la division du travail, l'aptitude seule est suffisante pour évaluer le caractère ou pour juger de la manière dont les relations devraient être. C'est plutôt la question « est-ce que je veux travailler avec cette personne ?» qui prend de l'importance. Parce que, si ce n'est pas le cas, il deviendra difficile de s'aider mutuellement. Le facteur majeur pour prendre la décision « est-ce que je veux travailler avec cette personne » ou « est-ce que je voudrais aider cette personne quand elle traversera une période difficile » est l'intégrité de cette personne et l'attitude avec laquelle elle effectue son travail. D'accord, donc si on effectue avec intégrité et sincérité, il n'y a pas de différence de valeur entre la personne qui accomplit un travail de sauveteur et celle qui, profitant des faiblesses d'autrui, se livre à des prêts usuraires ? Non, il n'y a pas de différence. Waouh !
Notre communauté offre toutes sortes de travail et la présence de personnes qui s'engagent dans chaque type de travail est cruciale. Cette diversité elle-même est abondance. S'il s'agit d'un travail qui n'a aucune valeur, personne n'en aura besoin et il sera supprimé. S'il n'a pas été supprimé, et s'il existe encore, il a forcément une certaine valeur. Est-ce que cela signifie que même les prêts usuraires ont une valeur ? Il est naturel qu'on puisse le penser. Le plus dangereux est de maintenir une justice médiocre qui définit ce qui est bien et ce qui est mal. Une personne ivre de justice sera incapable de reconnaître les valeurs de quelqu'un d'autre et finira par militer pour l'intervention de la justice. Ce qui nous attend avec une telle intervention est une société de grisailles uniforme et privée de liberté. Tu peux effectuer le type de travail que tu veux et le type de travail qu'effectuent les autres n'a pas d'importance non plus. Ce qui importe est l'usage que l'on fait de ces outils. Le jeune homme : intéressant. Cette chose que vous appelez la division du travail adlérienne est certainement un concept intéressant. L'être humain est beaucoup trop faible pour vivre seul dans la nature. C'est pourquoi nous avons formé des groupes et trouvé une méthode de travail appelée division du travail. Lorsque nous appliquons la division du travail, nous pouvons abattre un mammouth, cultiver nos terres et construire des maisons. Le philosophe : c'est exact. Et la division du travail commence par le fait de faire confiance aux autres, quelles que soient les personnes que l'on apprécie ou que l'on n'apprécie pas. Nous ne pouvons pas vivre si nous ne nous répartissons pas le travail. Nous ne pouvons pas vivre si nous ne coopérons pas avec les autres, ce qui est une autre manière de dire que nous ne pouvons pas vivre sans faire confiance aux autres. C'est la division de la relation de travail et la relation de travail. Oui, prenons par exemple le code de la route sur les voies publiques. C'est sur la base de notre confiance dans le fait que tout le monde respecte les règles du code de la route que nous passons au vert. Nous ne faisons pas inconditionnellement confiance aux gens et nous regardons d'abord à gauche et à droite. Mais même dans ce cas, nous accordons une certaine confiance à des personnes que nous n'avons jamais rencontrées. Dans un sens, c'est aussi une relation de travail car elle répond à un intérêt commun pour la fluidité du trafic. Je vois. Je suppose que ça marche. À ce stade, je ne trouve rien sur la division du travail qu'il faille réfuter. Mais vous n'avez pas oublié, n'est-ce pas ? Le point de départ de cette discussion était votre remarque selon laquelle je devais construire des relations d'amitié avec mes élèves. Non, je n'ai pas oublié. Cependant, si on l'examine dans le contexte de la division du travail, votre argument est plus illogique que jamais. Pourquoi diable devrais-je construire des relations d'amitié avec mes élèves ? C'est pourtant clairement une relation de travail, n'est-ce pas ? Ni mes élèves, ni moi-même n'avons le souvenir de nous être mutuellement choisis. C'est juste une relation qui a été établie mécaniquement entre des gens qui étaient à l'origine de parfaits inconnus. Cependant, nous n'avons pas d'autre choix que de coopérer afin de faire fonctionner la classe et d'atteindre l'objectif de l'obtention du diplôme. Il s'agit bien d'une relation de travail dans laquelle on s'engage sur la base d'un intérêt commun. Il me semble tout à fait naturel d'avoir de tels doutes. Passons maintenant en revue chacun des points dont nous avons discuté aujourd'hui. Quel est l'objectif de l'éducation ? Quel est le travail demandé à l'éducateur ? Notre discussion a commencé par ces questions. La conclusion d'Adler est simple. L'objectif de l'éducation est l'autonomie, et le travail que l'on attend de l'éducateur est l'aide à l'autonomie. Je crois que tu es d'accord sur ce point. Oui, je vous le concède. Alors, de quelle manière peut-on aider les enfants à devenir autonomes ? En réponse à ce doute, j'ai parlé de commencer par le respect. En effet, vous l'avez fait. Pourquoi le respect ? Qu'est-ce que le respect ? Ici, il nous faut rappeler les paroles d'Eric Fromm qui a dit que le respect est la capacité de voir une personne telle qu'elle est et de reconnaître la valeur de cette personne telle qu'elle est. Bien sûr, je m'en souviens. Avoir de l'estime pour la personne telle qu'elle est, chaque personne est parfaite en étant soi. Il n'y a pas besoin d'être spécial, il y a de la valeur dans le fait d'être simplement soi. Grâce au respect et en communiquant cela, les enfants retrouveront le courage qu'ils avaient perdu et commenceront à gravir les marches de l'autonomie. Oui, c'est notre discussion résumée en quelques mots. Bien, voici la définition du respect qui a émergé ici. Avoir du respect pour la personne telle qu'elle est et qu'est-ce qui est à la base même du respect ? Le fait de faire confiance, ou plutôt d'avoir confiance. Pardon ?
On a de la considération pour cette personne telle qu'elle est, sans lui imposer notre propre système de valeurs. La raison pour laquelle on peut faire une telle chose est qu'on accepte cette personne et qu'on croit inconditionnellement en elle. En d'autres termes, on a confiance en elle. Respect et confiance sont synonymes. On pourrait dire cela. À l'inverse, on ne peut pas avoir confiance en quelqu'un qu'on ne respecte pas. Le fait qu'on puisse ou non avoir confiance en une personne dépend du fait qu'on la respecte ou non. Ah, j'ai compris, la porte d'entrée de l'éducation est le respect, et le respect c'est la confiance. Par conséquent, une relation basée sur la confiance est une relation d'amitié. C'est ce genre de syllogisme, n'est-ce pas ? C'est exact. Il n'est pas possible de respecter ses élèves dans une relation de travail basée sur la confiance. Et c'est exactement ce qui se passe actuellement pour toi. Non, non, le problème n'est pas là. Je peux accorder une confiance inconditionnelle à mon meilleur ami, par exemple. Je peux l'accepter tel qu'il est. C'est tout à fait possible dans un tel cas. La question n'est pas l'acte d'avoir confiance, mais la cible. Vous me dites de construire des relations d'amitié avec tous mes élèves et d'avoir une confiance inconditionnelle en tous mes élèves. Pensez-vous qu'une telle chose soit vraiment possible ? Bien sûr que oui. Comment cela ? Admettons par exemple qu'une personne critique tout le monde autour d'elle en déclarant « Je n'aime pas cette chose à propos de telle ou telle et cet aspect de telle personne m'est insupportable, etc. » Ensuite, elle se lamente à ce propos. « Ah, je n'ai pas eu de chance, je ne suis pas gâté quand il s'agit de rencontrer des gens. » Cette personne n'a-t-elle vraiment pas de chance quand il s'agit de rencontrer des gens ? Non, absolument pas. Ce n'est pas qu'elle n'a pas la chance d'avoir des amis, c'est seulement qu'elle n'a pas essayé de se faire des amis, ou en d'autres termes, qu'elle n'a pas essayé de nouer des relations interpersonnelles. Donc on peut devenir ami avec n'importe qui. Tout à fait. Peut-être que la relation entre toi et tes élèves est une relation dans laquelle chacun d'entre vous se retrouve par hasard en raison de facteurs accidentels. Peut-être que jusqu'à ce moment-là, vous étiez tous de parfaits inconnus qui ne connaissaient même pas le visage ou le nom de l'autre. Et peut-être que vous ne deviendrez pas ce que tu appellerais les meilleurs amis du monde. Mais souviens-toi de cette déclaration d'Adler. L'important n'est pas ce dont on est doté à la naissance, mais l'usage qu'on fait de ces outils. Peu importe qui est l'autre personne, on peut lui témoigner du respect et on peut croire en elle, parce que c'est quelque chose qui est le produit de la résolution d'une personne, et cela n'est pas affecté par l'environnement ou la cible. Alors, c'est encore ça, vous revenez au problème du courage, vous dites que c'est le courage d'y croire. Oui, tout revient à cela. Non, ce n'est pas vrai, vous ne connaissez pas la véritable amitié. Que veux-tu dire ? Vous n'avez pas d'amis intimes et vous ne connaissez pas la véritable amitié. C'est pourquoi vous pouvez parler de telles chimères. Je parie que vous n'avez jamais eu que des relations superficielles avec les gens. C'est pourquoi vous pouvez dire que n'importe qui le fera. C'est vous qui fuyez les relations interpersonnelles et les tâches de votre vie. Dans la nature, l'être humain est une créature extrêmement petite et faible. Pour compenser cette faiblesse, les humains ont créé la société et ont inventé la division du travail. Cette dernière est une stratégie de survie incomparable que l'espèce humaine a parfaitement su employer. C'est cela, la division du travail, exposée par Adler. Si la discussion s'était achevée là, le jeune homme aurait applaudi Adler avec enthousiasme. Mais lorsque le philosophe a commencé ensuite à présenter le sujet de l'amitié, il était bien loin d'être convaincu. Ce type peut parler d'une division de travail parfaitement bien fondée, puis, dans la minute qui suit, passer au sujet de l'amitié et commencer à prôner des idéaux. Et maintenant, voici qu'il évoque de nouveau le courage. Combien d'amis intimes avez-vous ? Le philosophe. Ainsi, tu as un ami intime, n'est-ce pas ? Le jeune homme. Je ne sais pas ce qu'il en pense, mais j'ai un ami à qui j'accorde ce que vous appelez une confiance inconditionnelle. Quel genre de personne est-ce ? Nous avons étudié ensemble à l'université. Il voulait devenir romancier et j'ai toujours été le premier à lire son travail. Tard dans la nuit, tandis que tout le monde dormait profondément, il se présentait à l'improviste à la pension où je vivais et disait, la voix tremblante d'excitation, « Lis cette nouvelle que je viens de terminer » ou « j'ai trouvé ce magnifique passage dans un roman de Dostoïevski. » Aujourd'hui encore, il continue de m'envoyer ses nouveaux écrits à chaque fois qu'il les termine et, quand j'ai été embauché comme enseignant, il a fêté cela avec moi. A-t-il été un de tes amis intimes dès le début ?
Comment aurait-il pu l'être? L'amitié est quelque chose qui prend du temps à se construire. Il n'est pas devenu un ami intime du jour au lendemain. Nous avons ri ensemble, nous sommes émerveillés de certaines choses ensemble, et cela s'est transformé en une certaine complicité. Nous avons progressivement cultivé cette amitié et nous sommes devenus des amis intimes tout en traversant quelquefois des conflits intenses. Ainsi, en d'autres termes, à un moment donné, il est passé du statut d'ami à celui d'ami intime. Y a-t-il quelque chose qui t'a amené à le considérer comme un ami intime? C'est une bonne question. Il me semble que cela s'est produit quand j'ai eu la certitude qu'avec ce gars, je pourrais parler franchement de tout. N'est-il pas possible de parler de franchement tout avec un ami normal? Il en va ainsi pour tout le monde, car tout le monde avance dans la vie en portant un masque social. Et les gens passent à leur existence à cacher leurs véritables sentiments. Même à un ami avec lequel on échange des sourires et des plaisanteries à chaque rencontre, nous ne montrons jamais notre véritable visage. Nous choisissons nos sujets de conversation, nos attitudes et nos paroles. Nous interagissons tous avec nos amis en portant un masque social. Pourquoi ne peux-tu pas retirer ce masque en présence d'un ami normal ? Parce que si je le faisais, la relation s'effondrerait. Vous pouvez parler autant que vous voulez du courage de ne pas être aimé, et ainsi de suite, mais il n'existe aucune personne qui souhaiterait vraiment ne pas être aimée. Nous portons ce masque pour éviter que des conflits inutiles ne surviennent et pour empêcher la relation de s'effondrer. Si nous ne le faisons pas, la société ne fonctionne pas. Pour parler plus directement, est-ce que nous cherchons à éviter d'être blessés ? Oui, je le reconnais. Il est certain que je ne veux pas être blessé et que je ne veux pas blesser quelqu'un d'autre. Mais voyez-vous, ce n'est pas seulement par autoprotection que nous portons ce masque. En réalité, c'est plutôt par gentillesse. Si nous ne vivions qu'avec nos véritables visages et nos véritables sentiments, nous blesserions trop de gens. Imaginez à quoi ressemblerait le monde si chacun envoyait ses véritables sentiments à la figure des autres. C'est une image parfaite de l'enfer avec des éclaboussures de sang un peu partout. En revanche, tu peux retirer ce masque en présence de ton ami intime. Et même si cela vous amène à vous blesser mutuellement, la relation ne s'effondrera pas, n'est-ce pas? Bien sûr, je peux le retirer et la relation ne s'effondrera pas. Même s'il commet un faux pas une fois ou deux, je ne crois pas que ce serait une raison suffisante pour rompre ma relation avec lui. Parce que cette relation est basée sur l'acceptation des forces et des faiblesses de l'autre. C'est une relation merveilleuse. Et ce qui est important est qu'il y a très peu de personnes dans le monde qui nous permettent d'éprouver une telle certitude. On pourrait se considérer comme particulièrement chanceux de n'en trouver ne serait-ce que 5 au cours de sa vie. J'en reviens donc à ma question. Avez-vous de véritables amis intimes? Parce que, d'après la manière dont vous parlez, vous avez vraiment l'air d'une personne qui ne connaît rien aux amis proches ou à l'amitié, et qui n'a que des camarades qu'il découvre dans les livres et les rêveries. Oui, bien sûr, j'ai plusieurs amis intimes, et pour reprendre tes propos, ce sont des personnes auxquelles je peux montrer mon véritable visage. Et même si elles commettent un faux pas une fois ou deux, je ne pense pas que ce serait une raison suffisante pour rompre notre relation. De quel genre de personnes s'agit-il? Des copains d'école, des camarades de philosophie, de recherche adlérienne? Toi, par exemple. Pardon, qu'avez-vous dit? Comme je te l'ai déjà dit, tu es pour moi un ami irremplaçable. Je n'ai jamais porté de masque en ta présence. Alors cela signifie que vous avez une confiance inconditionnelle en moi? Bien sûr que oui. Si ce n'était pas le cas, ce dialogue n'aurait pas pu avoir lieu. Mais pas du tout. C'est la vérité. Nous ne sommes pas en train de plaisanter ici. Vous croyez pouvoir vous en sortir en manipulant ainsi le cœur des gens, espèce de faux sage? Je ne suis pas le genre de personne qui se laisse berner par des paroles aussi mielleuses. Tout d'abord, croire. Le philosophe. Pourquoi es-tu tellement catégorique dans ton refus d'avoir confiance? Le jeune homme. Mais c'est tout l'inverse. J'aimerais que vous me disiez quel est l'intérêt de croire en un parfait inconnu et de croire en lui sans aucune condition. Croire inconditionnellement en quelqu'un, c'est ne pas le remettre en cause et croire en lui aveuglément. Cela revient à dire qu'il faut simplement devenir un mouton obéissant. Tu te trompes. Croire, ce n'est pas se contenter de gober tout ce que l'on entend. On fait preuve de scepticisme à l'égard des pensées et des croyances de cette personne, ainsi que de ses déclarations. On prend du recul pendant un instant et on réfléchit par soi-même. Il n'y a rien de mal à faire cela, et c'est un travail important. En outre, même si quelqu'un raconte des mensonges, il faut croire en la personne tout entière qui nous ment. Pardon?
Croire aux autres, ce n'est pas une conduite passive consistant à gober quelque chose sans broncher. La véritable confiance est à tous égards une démarche active. Que voulez-vous dire ? Par exemple, j'aimerais qu'autant de personnes que possible connaissent les idées d'Adler. J'espère présenter les paroles d'Adler. Cependant, ce souhait n'est pas quelque chose qui peut être réalisé grâce à mon seul travail. C'est quelque chose qui se forme sur la base d'une volonté d'écouter de la part de la personne qui reçoit mes paroles et de la part de la personne qui les écoute attentivement. Alors, comment puis-je faire en sorte qu'une personne reçoive et écoute profondément mes paroles ? Je ne peux pas l'y contraindre et lui dire « crois en moi ». Cette personne est libre de croire ou de ne pas croire. La seule chose que je puisse faire est de croire en l'autre partie à laquelle je parle. C'est tout. Croire en l'autre partie ? Oui, si je te parlais d'Adler avec méfiance, mes propos entreraient par une oreille et ressortiraient par l'autre. Quelle que soit la validité de mon discours, tu n'aurais dès le départ aucune intention de m'écouter. Ce serait parfaitement naturel, mais je veux que tu crois en moi. Je veux que tu crois en moi et que tu écoutes les paroles d'Adler. Par conséquent, je vais commencer par croire en toi, même si quant à toi, tu essaies de ne pas croire. Vous voulez que je croie en vous, par conséquent, vous commencez par croire en moi ? C'est exact. Prenons par exemple des parents qui n'ont pas confiance en leur enfant et qui s'inquiètent de diverses choses. Même si leurs arguments sont tout à fait sensés, ces derniers n'atteindront pas leurs enfants. D'ailleurs, plus leurs arguments seront justifiés, plus les enfants auront envie de s'y opposer. Pourquoi cette opposition ? Parce que leurs parents ne les voient absolument pas. Et même si les enfants sont en pleine phase de doute envers eux-mêmes, ils continuent à subir le bombardement des conseils habituels. Des arguments sensés qui ne sont pas compris comme tels, c'est quelque chose dont je suis tout à fait conscient au quotidien. Nous essayons de ne pas croire uniquement aux paroles d'une personne qui croit en nous. Nous ne jugeons pas l'autre partie sur la pertinence de son opinion. Je veux bien admettre que cet aspect existe, mais la justesse de votre opinion finira par être remise en question. Tous les conflits, depuis une petite querelle jusqu'à une guerre entre nations, surgissent à la suite de collisions de ma justice. La justice est quelque chose qui prend toutes sortes de formes selon les époques, les milieux ou les points de vue individuels, et peu importe où l'on va, il n'y a jamais qu'une seule justice ou qu'une seule solution. Il semblerait qu'il soit dangereux de surestimer la notion de justice. Dans ce contexte, nous cherchons à trouver un terrain d'entente, nous recherchons une connexion avec d'autres personnes, nous espérons nous donner la main. Si tu veux pouvoir serrer les mains d'autres personnes, tu dois aussi tendre la tienne. Non, et voilà encore une autre notion arrogante. Pourquoi ? Parce que quand vous dites que vous croyez en moi, ce que vous pensez, c'est alors « crois aussi en moi », n'est-ce pas ? Non, je ne pense pas cela. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut forcer. Je crois en toi, que tu crois en moi ou non. Je continue à croire, c'est le sens du mot « inconditionnel ». Et après, moi, je ne crois pas en vous. Même après avoir été si fermement rejeté et agressé verbalement avec des mots cruels, pouvez-vous continuer de croire totalement en moi ? Bien sûr que oui. Je crois en toi comme je croyais en toi il y a 3 ans. Si je ne le faisais pas, nous ne serions pas en mesure de discuter aussi longtemps et avec autant de sérieux. Une personne qui ne croit pas aux autres ne peut pas s'engager dans une discussion directe. Une telle personne ne penserait pas « avec lui on peut parler franchement de tout », comme tu l'as si bien dit. Ce n'est pas possible, il n'y a aucune chance que je puisse croire de telles paroles. Pas de souci, je vais continuer à croire. Je croirai en toi et je croirai aux êtres humains. Taisez-vous, et donc vous êtes du genre religieux maintenant. Les gens ne se comprennent jamais. Le philosophe ? Je te l'ai déjà dit, mais je ne suis pas adepte d'une religion particulière. Toutefois, tant dans le christianisme que dans le bouddhisme, dans ces modes de pensée qui ont été cultivés et affinés durant plusieurs milliers d'années, il y a une puissance qu'il est impossible d'ignorer. C'est parce qu'ils renferment des vérités uniformes qu'ils n'ont pas été éliminés et qu'ils existent encore. Oui, par exemple, connais-tu cette phrase biblique « Aime ton prochain ». Le jeune homme
Oui, bien sûr, c'est cet amour du prochain dont vous aimez tant parler. Cette phrase est incomplète, car une partie importante a été omise. Dans l'évangile de Luc, dans le Nouveau Testament de la Bible, il est dit « Aime ton prochain comme toi-même ». Comme toi-même ? Tout à fait. Il ne dit pas seulement d'aimer son prochain, mais de l'aimer autant qu'on s'aime soi-même. Si l'on ne peut pas s'aimer, on ne peut pas aimer les autres. Si on ne peut pas croire en soi, on ne peut pas croire aux autres. S'il te plaît, réfléchis à cette phrase avec cette connotation. Tu insistes sur le fait que tu ne peux pas croire aux autres, mais c'est parce que tu n'as pas réussi réellement à croire en toi-même. Vous émettez trop de suppositions. Être égocentrique ne veut pas dire ne se préoccuper que de soi parce qu'on s'aime. En réalité, c'est le contraire. Et c'est parce qu'on est incapable de s'accepter tel qu'on est, et parce qu'on est constamment en proie à l'angoisse, qu'on ne s'occupe que de soi. Alors, vous dites cela parce que je me déteste et ne me préoccupe que de moi. Oui, c'est exact. Oh, mais quelle psychologie déplaisante! Il en va de même pour ce qui concerne les autres personnes. Par exemple, lorsque nous nous souvenons d'un partenaire avec lequel nous avons vécu une rupture douloureuse, il y a tout d'abord un moment où seules les mauvaises choses à propos de cette personne nous viennent à l'esprit. C'est la preuve que nous avons envie de nous dire « Je suis content que nous ayons rompu » et qu'une certaine incertitude demeure quant à notre décision. Si nous ne nous disons pas « Je suis content que nous ayons rompu », nous risquons de perdre notre détermination. Considère cela comme étant ce genre d'étape. Et si tu te souviens des bons côtés d'un ancien partenaire, cela signifie que tu n'as pas besoin de détester activement cette personne et que tu peux être libre de tes sentiments envers elle. Dans les deux cas, la question n'est pas de savoir si on aime ou si on n'aime pas l'autre personne, mais si on s'aime soi-même. Tu n'as pas encore appris à t'aimer toi-même. En conséquence, tu ne peux pas croire aux autres, tu ne peux pas croire en tes élèves et tu ne peux pas t'engager dans des relations amicales. C'est précisément la raison pour laquelle tu tentes maintenant d'acquérir un sentiment d'appartenance à travers ton travail. Tu essaies de démontrer ta valeur en réussissant dans ton travail. Qu'y a-t-il de mal à ça ? La reconnaissance du travail est une reconnaissance de la société. Non, mais sur le fond, on peut dire que ce sont tes fonctions qui sont reconnues du fait de ton travail, mais non pas toi. Si une personne qui exerce des fonctions plus élevées apparaît, les gens qui t'entourent se tourneront vers cette personne. C'est le principe du marché, le principe de la concurrence. En conséquence, tu ne parviendras pas à t'échapper du tourbillon de la concurrence et tu ne parviendras jamais à acquérir un véritable sentiment d'appartenance. Mais alors, peut-on développer un véritable sentiment d'appartenance ? On a confiance dans les autres et on se lance dans des relations amicales. C'est le seul moyen. On ne peut pas trouver le bonheur uniquement en se consacrant à son travail. Même si j'ai confiance en quelqu'un, il n'y a aucun moyen de savoir si cette personne a confiance en moi ou si elle s'engagera dans une relation d'amitié avec moi. C'est la séparation des tâches. Que pense cette autre personne de toi et quel genre d'attitude adopte-t-elle envers toi ? Ce sont les tâches de l'autre personne et tu n'as aucun contrôle sur elle. Pas du tout, ça n'a pas de sens, car si nous considérons la séparation des tâches comme une condition préalable, cela ne signifierait-il pas que nous ne nous connaissons jamais vraiment ? Il va de soi qu'il est impossible de savoir tout ce que pense l'autre. On croit en une autre personne qui est un être inconnaissable. C'est la confiance. Nous, les humains, nous sommes des êtres qui ne peuvent pas se connaître, et c'est exactement la raison pour laquelle croire est le seul moyen. Ah, donc, après tout ce que vous dites n'est que religion. Adler est un penseur qui avait le courage de croire en l'être humain. D'ailleurs, étant donné la situation dans laquelle il se trouvait, peut-être n'avait-il pas d'autre choix que de croire. Que voulez-vous dire ? C'est l'occasion rêvée pour nous de revenir sur les circonstances qui ont conduit Adler à mettre en avant son concept de sentiment de communauté. Pourquoi, face aux critiques, Adler a-t-il avancé cette idée ? Naturellement,
il avait une excellente raison. La vie est faite d'épreuves de jours anodins. Le jeune homme, la raison pour laquelle il a développé l'idée du sentiment de communauté? Le philosophe, après s'être écarté de Freud en 1913, l'année précédant le début de la Première Guerre mondiale, Adler a nommé son approche de la psychologie individuelle. On pourrait dire qu'à ses débuts, la psychologie adlérienne a été entraînée dans la guerre. Adler a-t-il servi pendant la guerre? Oui, lorsque la Première Guerre mondiale a commencé, Adler, qui avait alors 44 ans, a été enrôlé comme médecin militaire et a servi dans le département de neurologie et de psychiatrie d'un hôpital militaire. Son travail en tant que médecin militaire consistait en une seule chose, dispenser des soins aux soldats dont il avait la charge et les renvoyer au front dès que possible. Oh, pour les ramener au front, eh bien, le but de leur prodiguer un traitement est assez clair. Tu as tout à fait raison. Les soldats qu'il soignait étaient renvoyés au front, et sans ce traitement, ils n'auraient jamais pu réintégrer la société. Pour Adler, qui, enfant, avait perdu un frère cadet et avait rêvé de devenir médecin, les obligations d'un médecin militaire ont dû être extrêmement pénibles. Plus tard, il a déclaré à propos de son expérience comme médecin militaire « J'ai ressenti tout au long de la guerre ce que ressent un prisonnier. » Je peux à peine imaginer à quel point ce rôle a dû être difficile pour lui. La Première Guerre mondiale, qui a commencé comme la guerre qui allait mettre fin à toutes les guerres, s'est transformée en une guerre totale, sans précédent, qui a dévasté l'Europe et impliqué même des non-combattants. Il va sans dire que cette tragédie a eu un impact énorme sur Adler et d'autres psychologues de son époque. Concrètement, de quelle manière ? Après l'expérience de la guerre, Freud a par exemple postulé l'existence d'une pulsion de mort qui sera connue sous le nom de Thanatos ou d'Estrudo. C'est un concept qui a suscité toutes sortes d'interprétations, mais il peut être mieux compris comme l'impulsion destructrice à l'égard de la vie. Sans considérer l'existence d'une telle impulsion, il n'y aurait eu aucun moyen d'expliquer les tragédies qui se déroulaient sous ses yeux. Je suppose que les choses se sont passées ainsi. En revanche, ce qu'a proposé Adler, qui avait vécu directement la même guerre, mais du point de vue d'un médecin militaire, a été le sentiment de communauté, donc tout le contraire de Freud. Je dirais que c'est un point particulièrement remarquable. Pourquoi a-t-il évoqué le sentiment de communauté à ce moment-là ? Adler était à tous égards une personne pratique. On pourrait dire qu'il ne s'est pas concentré sur la guerre ou le meurtre, ni sur les causes de la violence à la manière de Freud, mais qu'il s'est plutôt posé la question « De quelle manière pouvons-nous arrêter cette guerre ? Sommes-nous des êtres qui désirent la guerre, le meurtre et la violence ? Sûrement pas. Si nous pouvons nourrir le sentiment de communauté, c'est-à-dire la conscience que tout le monde doit avoir de considérer les autres comme des camarades, nous pouvons prévenir les conflits. Et de plus, nous avons le pouvoir d'accomplir cela. Adler croyait aux gens. Dans sa poursuite de tels idéaux vides, il a toutefois été critiqué comme n'étant pas scientifique. Oui, il a fait l'objet de nombreuses critiques et il a perdu beaucoup d'amis. Cependant, Adler n'était pas non scientifique, il était constructif. Son principe était non pas ce dont on est doté à la naissance, mais l'usage que l'on fait de ces outils. Mais des guerres continuent d'éclater partout dans le monde. Certes, les idéaux d'Adler ne sont pas encore réalisés. On est en droit de se demander s'ils sont vraiment réalisables. Quoi qu'il en soit, progresser vers ces idéaux est quelque chose que nous pouvons faire, tout comme un être humain peut toujours continuer à grandir en tant qu'individu. L'humanité tout entière devrait pouvoir continuer à grandir. Nous ne devrions pas utiliser les malheurs de notre situation actuelle comme une raison pour abandonner nos idéaux. Donc, si nous n'abandonnons pas nos idéaux, viendra un jour où il n'y aura plus de guerre ? Lorsqu'on a demandé à Mère Teresa « Que pouvons-nous faire pour promouvoir la paix dans le monde ?», elle a répondu « Rentrez chez vous et aimez votre famille ». Il en va de même avec le sentiment de communauté d'Adler. Au lieu de faire quelque chose pour la paix dans le monde,
Faites simplement confiance en la personne qui se trouve en face de vous. Liez-vous d'amitié avec elle. Cette petite accumulation quotidienne de confiance éliminera un jour jusqu'au conflit entre les nations. Tout ce à quoi il faut penser est ce que nous avons juste devant nous. Pour le meilleur ou pour le pire, c'est le seul point de départ. Si l'on veut débarrasser le monde des conflits, il faut d'abord s'en libérer soi-même. Si tu souhaites que tes élèves croient en toi, tu devras commencer par croire en tes élèves. Au lieu de s'engager dans l'ensemble de l'histoire, tout en s'écartant, on fait le premier pas en tant que composante de l'ensemble. Vous en avez parlé il y a 3 ans. Tu devrais commencer. Oui, il faut que quelqu'un commence. D'autres gens ne seront peut-être pas coopératifs, mais vous n'y pouvez rien. Mon conseil est le suivant. Vous devriez commencer, sans vous soucier de savoir si les autres seront coopératifs ou non. Telle a été la réponse d'Adler à une question concernant l'efficacité réelle du sentiment de communauté. Mon premier pas changera-t-il le monde ? Peut-être qu'il le changera, et peut-être qu'il ne le changera pas. Il est inutile de songer maintenant à ce que seront les résultats ou à quoi que ce soit de ce genre. Ce que tu peux faire, c'est avoir confiance dans les personnes les plus proches de toi. C'est tout. Nos épreuves et nos décisions en tant qu'êtres humains ne se limitent pas seulement aux événements symboliques de la vie tels que passer un examen d'entrée à une université, trouver un emploi ou se marier. Pour nous, ce sont nos jours anodins qui constituent notre épreuve, et c'est dans la vie de tous les jours, ici et maintenant, que les grandes décisions doivent être prises. Les personnes qui parviennent à contourner et à éviter ces épreuves ont peu de chances de connaître un jour le vrai bonheur. Avant de te disputer sur l'état du monde, pense à ton prochain. Songe à tes relations interpersonnelles, les jours anodins. C'est tout ce que nous pouvons faire. En d'autres termes, vous voulez dire « aime ton prochain comme toi-même ». Donnez et il vous sera donné. Le philosophe, il semble qu'il y a encore des points qui ne te paraissent pas convaincants. Le jeune homme, malheureusement, il y en a un certain nombre. Comme vous l'avez si bien dit, mes élèves me regardent de haut, mais mes élèves ne sont pas les seuls à le faire. La plupart des gens ne me reconnaissent aucune valeur et ils ignorent tout simplement mon existence. S'ils avaient de la considération pour moi et s'ils écoutaient ce que je dis, mon attitude changerait probablement. Peut-être me serait-il même possible d'avoir confiance en eux, mais la réalité est différente. Ces gens-là n'ont que peu d'estime pour moi, et cela a toujours été ainsi. S'il y a bien une chose que je puis tenter dans une telle situation, c'est celle-ci, faire reconnaître ma valeur à travers mon travail. C'est tout. La confiance, le respect et tout ça viendront plus tard. En d'autres termes, les autres doivent tout d'abord avoir de l'estime pour nous, et nous réussissons dans notre travail dans le but de gagner le respect des autres. Oui, c'est exact. Je vois. Eh bien, pense-y de la manière suivante. Avoir une confiance inconditionnelle dans les autres, avoir du respect pour eux, c'est un comportement donnant. Donnant ? Oui, cela devrait être plus facile à comprendre si nous utilisons plutôt l'argent comme exemple. Fondamentalement, ce sont les personnes en situation d'abondance qui peuvent s'engager à donner quelque chose aux autres. Car si on n'a pas suffisamment d'argent de côté, on ne peut pas s'engager à en donner. D'accord, quand il s'agit d'argent, c'est logique. Et maintenant, tu ne cherches qu'à te faire donner quelque chose sans rien avoir donné toi-même. Exactement comme un mendiant. Ce n'est pas que tu sois pauvre financièrement, c'est que tu es pauvre en esprit. Espèce d'irrespectueux fils de... Nous devons entretenir l'abondance dans nos cœurs et donner aux autres ce que nous avons accumulé. Nous ne devons pas attendre de respect de la part des autres, mais leur témoigner nous-mêmes du respect et de la confiance en eux. Nous ne devons pas devenir pauvres d'esprit. Un tel objectif n'est pas de la philosophie et ce n'est pas non plus de la psychologie. Alors allons encore plus loin et ajoutons une autre citation de la Bible. Connais-tu la phrase « Demandez et il vous sera donné ». Oui, du moins c'est une phrase que j'ai déjà entendue. Adler la formulerait probablement ainsi. Donnez et il vous sera donné. Waouh! C'est parce que l'on donne que l'on reçoit. Il ne faut pas attendre que quelque chose nous soit donné. Il ne faut pas devenir un mendiant de l'esprit.
C'est un point de vue extrêmement important si l'on considère une autre relation interpersonnelle dans la continuité du travail et de l'amitié. Cette autre relation en termes de aujourd'hui, j'ai commencé par dire ceci. Tout ce dont nous parlons peut se résumer à l'amour. Il n'y a pas de tâche plus stricte, ou plus difficile, ou plus éprouvante pour le courage que l'amour dont parle Adler. Mais en même temps, l'escalier qui permet de comprendre Adler peut être trouvé en s'engageant dans l'amour. En réalité, il n'est pas exagéré de dire que c'est le seul chemin possible. L'escalier pour comprendre Adler. Auras-tu le courage d'entreprendre son ascension ? Il m'est impossible de répondre à cette question, à moins que vous ne me montriez cet escalier ou ce en quoi il consiste. Après cela, je déciderai si j'entreprends ou non son ascension. Très bien. Alors, penchons-nous sur l'amour, l'ultime passerelle dans nos tâches de la vie et aussi l'escalier qui permet de comprendre les idées d'Adler. C'est la fin de notre 4e partie. Nous entamerons la 5e partie, donc la semaine prochaine en théorie, si tout se passe bien. Écoutez, voilà, j'espère que ça vous a plu. Qu'est-ce que vous avez tiré comme leçon de cette partie-là ? Sur la fin, on parle de donner pour être aimé. Est-ce que c'est pas de la démagogie ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Faut pas donner pour attendre en retour d'être aimé, je pense. Après, j'ai peut-être pas tout suivi, tout ce que dit le philosophe, effectivement, mais je pense qu'il faut donner en bienveillance, sans rien attendre en retour, effectivement, et si l'autre personne en face ne donne rien, ce n'est pas grave. Mais au moins, nous, on fait des actes corrects et qui nous permettent d'avoir un esprit libre. Par contre, je suis d'accord pour dire qu'avec lui, pour dire que si tout le monde était comme ça, tout le monde était sympa avec son prochain, eh ben, le monde s'en porterait que mieux, mais c'est complètement utopique. Et ça, malheureusement, ça n'arrivera, je pense, jamais. Mais si on transpose ça à chacun, et un peu comme l'écologie, on peut parler d'écologie, je sais pas, si chacun met un petit effort dans l'écologie, en, je sais pas, mangeant moins de viande, ou n'importe quoi, mais ça fait partie du process, quoi, manger moins de viande, aller trier correctement, etc., etc. Eh bien, si chacun met une petite pierre à l'édifice, eh ben, on en ressort grandi, on sort de nouvelles choses positive. Et il en va de même finalement pour son prochain, et aimer son prochain, aider son prochain sans attendre en retour. C'est vrai que si tout le monde faisait ces petits gestes anodins de la vie toute la journée, eh bien, sans que ça prenne d'énergie, ça rendrait les choses plus positives et les journées plus belles. Alors bien sûr, c'est qu'une ébauche, une petite pensée comme ça que j'ai, mais ça reflète pas tout ce qu'a dit le philosophe et le jeune homme. Il y a beaucoup plus de choses, c'est beaucoup plus profond que ce que je raconte là. Mais je vous dis ça en fin de vidéo, comme d'habitude, tranquillement. Et d'ailleurs, je vous laisse là-dessus. Et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de notre lecture. Je vous dis bonne nuit, bon après-midi, bonne journée si tel est le cas. Et à très vite. Ciao.